Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique pour vous parler d'une phase de l'histoire de New York bien trop méconnue. Et qui nous amènera par la suite à comprendre pourquoi la ville de Gotham City ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Tout commence juste en face du petit parc de Madison Square et à proximité immédiate de l'historique Metropolitan Life Insurance Building, premier gratte-ciel new-yorkais à avoir dépassé en 1909 la barre symbolique des 200 mètres de hauteur. Situé juste à côté, le Metropolitan Life North Building paraît à première vue complètement banal par rapport à son voisin. Revêtue d'un calcaire typique du style art déco new-yorkais, cette tour de 137 mètres de hauteur, assez commune de prime abord, passerait presque inaperçue dans la forêt de gratte-ciel qui l'entoure. Pourtant, à y regarder de plus près, il semblerait qu'un détail nous échappe. Pourquoi cet immeuble, relativement modeste en hauteur, est-il si massif à sa base ? On dirait presque qu'un sentiment d'inachevé s'en dégage, comme si cette tour avait été stoppée net dans sa course vers le ciel. Si c'est aussi ce que cet immeuble vous inspire, alors vous avez vu juste, car figurez-vous que le Metropolitan Life North Building aurait dû être le plus haut gratte-ciel non seulement de New York, mais aussi du monde entier, et ce, dès la fin des années 1920. À cette époque, les architectes de la tour, Harvey Wiley Corbett et Dan Everett Wade, avaient imaginé un bâtiment beaucoup plus ambitieux et emblématique pour cette adresse. Le gratte-ciel avait même été pensé pour atteindre le cap symbolique des 100 étages et aurait dû culminer à près de 400 mètres de hauteur, volant ainsi la vedette à l'Empire State Building et ses modestes 381 mètres. C'est nul! Un véritable record pour l'époque, qui aurait dû perdurer pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce que soient édifiées les tours jumelles du World Trade Center et la Sears Tower. Le gratte-ciel le plus emblématique de Chicago, que j'aimerais un jour avoir la chance de voir de mes yeux. Et c'est pour cette raison que je me prépare dès maintenant à améliorer mon anglais afin de profiter du voyage dans les meilleures conditions. Et pour s'améliorer, rien de mieux que de pratiquer l'anglais avec des natifs. C'est pour ça que j'utilise Cambly, le sponsor de cette vidéo, une plateforme qui permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des tuteurs dont c'est la langue maternelle. Je l'utilise depuis 1 mois maintenant et j'ai déjà fait de beaux progrès. Wow, amazing. Ce que j'aime avec Cambly, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut prendre des cours quand on le souhaite, car il y a toujours un tuteur disponible, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On peut également choisir ses tuteurs en fonction de l'accent, qu'il soit britannique, américain ou australien. Les cours sont toujours très conviviaux, car les tuteurs vous mettent à l'aise tout de suite et s'adaptent vraiment à votre niveau. En plus, il y a même la possibilité de faire des recherches par mots-clés pour trouver le tuteur idéal en fonction de ses besoins. Par exemple, je l'utilise pour trouver des architectes et travailler mon anglais dans le domaine. Mais vous pouvez tout aussi bien trouver votre confrère idéal afin de travailler l'anglais professionnel de votre secteur. Dans tous les cas, le professeur choisi est là pour répondre à vos attentes, que vous ayez envie de travailler votre prononciation, avoir une conversation libre, ou préparer un entretien d'embauche et même un examen d'anglais. Il y en a pour tous les goûts, donc si ça vous intéresse, vous avez mon lien en description de la vidéo pour profiter de l'offre exceptionnelle qu'il y a en ce moment, pendant le Black Friday, soit 60% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, avec en prime 15 minutes de cours gratuits sans engagement. Comme ça, vous pourrez essayer Cambly et parler avec un tuteur, vous allez voir, ça vaut le coup. Mais maintenant, revenons un peu à notre sujet. Comme je vous le disais, le Metropolitan Life North Building aurait dû culminer à 400 mètres de haut pour se hisser en tête des plus hauts gratte-ciel de New York. Seulement, coup de théâtre. Une semaine seulement après que les plans aient été révélés au New York Times, c'est la panique à Wall Street, les actions sont en chute libre, et les investisseurs nagent en plein cauchemar. Une semaine noire et chaotique qui signera en 1929 la fin des années folles et le début de la Grande Dépression. Un événement qui impactera l'économie américaine et mondiale pour de nombreuses années et qui conduira les architectes à revoir leurs ambitions à la baisse. Ils diminueront alors le bâtiment de 70 étages puisque la demande de bureaux n'était plus suffisante. Qui plus est, les plans des étages supérieurs n'avaient pas encore été conçus, ce qui a contribué à l'abandon du projet final. Le monument new-yorkais le plus ambitieux de son temps est ainsi aujourd'hui incarné par ce gratte-ciel inachevé de 30 étages qui aura mis pas moins de 2 décennies avant de voir sa construction aboutir en 1950.
Un événement frustrant pour Harvey et d'autres amateurs de gratte-ciel, qui auraient souhaité voir cette tour s'épanouir dans la skyline new-yorkaise. Heureusement, l'agence de rendus architecturaux Nobenta Grados s'est récemment attelée à la création d'un rendu fidèle de ce à quoi le Metropolitan Life North Building aurait dû ressembler, en se basant sur les premiers croquis d'Harvey, et je dois dire que la tour en impose vraiment, même bien plus que les gratte-ciel ultramassifs prévus à Manhattan d'ici à 2030, tels que la tour Commodore ou le 270 Park Avenue. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à les découvrir en détail dans ma vidéo dédiée. Je vous mets le lien en fiche et en description. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une anecdote tout à fait passionnante que j'ai découvert en poursuivant mes recherches sur ce gratte-ciel. Un lien direct qui explique pourquoi Gotham City, le berceau ténébreux du célèbre Batman, a pris l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Le lien entre les décors de Gotham City et le Metropolitan Life North Building tient en réalité à un homme. L'architecte principal de la tour, Harvey Wiley, fervent défenseur du gratte-ciel et de l'urbanisme vertical. En effet, en 1922, Harvey charge son confrère et artiste visionnaire Hugh Ferris, spécialisé dans la conception de rendus architecturaux, de réaliser 4 perspectives devant illustrer les conséquences paysagères et architecturales de la loi de zonage de 1916 sur la ville de New York. Une loi visant à réduire la masse des bâtiments en hauteur afin que la lumière puisse continuer à pénétrer convenablement dans les rues de la ville. Un règlement d'urbanisme qui sera responsable de l'élévation et de l'effilement des bâtiments en hauteur et qui conduira directement à l'émergence de la skyline new-yorkaise. Ces 4 illustrations seront intégrées 7 ans plus tard, en 1929, dans son livre à succès, The Metropolis of Tomorrow, un recueil de 60 dessins, accompagnés de pensées philosophiques, où Ferris adopte des éléments clés de l'architecture moderne, comme le fonctionnalisme. Entre autres esquisses, remplies de Chrysler Building hypertrophiés et de centres Rockefeller à grande échelle, Ferris imagine alors sa ville idéale, qu'il présente comme un espace rigoureusement organisé, avec des centres assignés à des fonctions spécifiques, comme les affaires, les sciences, ou les arts et la philosophie. On y retrouve notamment des gratte-ciel de 300 mètres et même plus, très massifs à leur base, maintenus à distance les uns des autres et séparés par fonction. Une vision urbanistique qui rappelle vraiment les décors de Coruscant, la cité-planète que l'on peut apercevoir dans Star Wars. Une vision futuriste pour l'époque qui n'aura pas manqué de susciter l'engouement du grand public, séduit par l'aspect pratique de ses conceptions. Vigoureusement opposé à la congestion des transports et du tissu urbain par de nombreux gratte-ciel situés trop proches les uns des autres, Ferris dessinera en guise d'avertissement des villes diamétralement opposées à ses principes, architecturalement hétérogènes et à l'organisation chaotique. Malheureusement, ces dessins de mise en garde seront au fil des années considérés à tort comme sa véritable vision de la ville idéale, et contribueront à influencer la culture populaire pour arriver à forger un imaginaire sombre et violent de la ville métropole. Les fondations du Gotham City d'aujourd'hui sont posées. C'est pourquoi ce sont ces mêmes dessins dystopiques qui conduiront 60 ans plus tard à l'élaboration de l'univers ténébreux de Gotham City. En effet, avant de ressembler au Gotham que l'on connaît, la ville de Batman était plutôt colorée et bon enfant. C'est en 1989 que Tim Burton demande au scénographe britannique Anton Furst d'imaginer pour son film sur Batman un nouveau décor pour la ville de Gotham City, qui devrait dépeindre une ambiance beaucoup plus sombre. Furst s'inspira grandement des travaux de Ferris, mais aussi d'architectes du mouvement futuriste et industriel, comme Shin Takamatsu et Antonio Santellia, pour réaliser un Gotham sombre et gothique. Le message de Ferris à ses confrères rappelle que le manque de lois de zonage et d'urbanisme peut conduire à la surpopulation et à la congestion des grandes villes, favorisant ainsi la pauvreté, les rivalités de classe et les dérives morales. Une pensée qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, mais plutôt dans celle d'Anton Furst.
qui reprendra cette mise en garde à son avantage pour concevoir un nouveau Gotham City, complètement désordonné, dépourvu de planification et d'ordre, où les bâtiments à l'architecture hétérogène poussent de manière chaotique et projettent avec eux une ombre permanente sur la ville. Comme le dit l'architecte conservateur du patrimoine new-yorkais, Andrew Berman, le sens dramatique que Ferris a de la lumière et de l'ombre représente des villes étrangement dépourvues de personnes, ou des personnages solitaires, éclipsés par leur environnement majestueux. Ce qui concorde tout à fait avec un Gotham sombre et monumental, à l'atmosphère pesante pour ses habitants. On peut également se demander si les projecteurs que l'on aperçoit souvent à Gotham City ne s'inspirent pas directement des dessins de Ferris, qui dans son style bien à lui, représentait souvent les gratte-ciel éclairés de nuit par des projecteurs. Pour en finir avec cet entracte cinématographique, sachez que le film Captain Sky et le monde de demain, de Kerry Conran, s'inspire aussi beaucoup du livre de Ferris. On y retrouve à New York, à l'architecture gothique et art déco omniprésente, où sont mis en avant des gratte-ciel mythiques du boom de construction des années 30, comme le Rockefeller Center ou l'American International Building, qui rappellent d'ailleurs la majestueuse tour de convocation, une sorte de petit frère de l'Empire State Building, d'une hauteur de 305 mètres. Une tour au design ecclésiastique, comme on peut le voir sur cette esquisse de Ferris, et qui aurait dû réellement exister, pour prendre place aux côtés du Metropolitan Life North Building, dont je viens de vous conter l'histoire. Malheureusement, cette icône imaginée en 1921 par Bertram Grosvenor Goodway sera rapidement avortée à la mort de l'architecte en 1924. Quoi qu'il en soit, le New York d'aujourd'hui n'est pas si loin de la morphologie de Gotham City. En effet, de nombreux gratte-ciel sont côte à côte, espacés de seulement quelques mètres, sans réelle unité architecturale, de par l'évolution de style des époques qui se mélangent. À la fin des années 40, le style international s'impose dans la ville. Moins cher à construire, plus spacieux et plus ergonomique, ce style architectural simple, apatride et libéré de tout ornement culturel, envahit la capitale des gratte-ciel, réduisant au passage l'âme sombre et gothique qu'elle aurait pu arborer. À la différence de Gotham City, New York continue de faire évoluer son architecture en conservant les styles du passé. Que ce soit le gothique de Tim Burton, l'art déco de la série animée des années 90, ou le Gotham Steampunk de Batman Arkham City, la ville de Batman se renouvelle sans cesse, mais toujours dans une unité de styles architecturaux propre à elle-même. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à faire comme Miggy. I mean, that's really interesting. I'll definitely check your YouTube. Give you a like and a subscribe. Merci à Cambly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, vous avez en ce moment pendant le Black Friday une réduction exceptionnelle de 60% sur l'abonnement de 12 mois, et 15 minutes de cours offerts sans engagement en passant par mon lien en description juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Looking For. Ciao.